Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruiter et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien. Les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Taylor, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Taylor de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Salut à toi Pierre, comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour, ça va et toi ? Eh ben écoute, super. Il fait un peu chaud dans la salle dans laquelle on est, mais c'est normal. On enregistre, il est mi-juin, on a un temps orageux / lourd. C'est le jeu. Peut-être que je devrais faire tous mes épisodes en décembre, comme ça du coup on serait tous frais. On serait bien au frais. Mais j'ai pas pensé à ça. Je suis pas si malin. Ravi de travailler avec toi aujourd'hui. On est d'ailleurs un épisode un peu particulier où en fait on va faire un épisode avec 2 personnes. Donc du coup tu vas au milieu de l'épisode laisser ton micro à Alexia, qui est ta collègue, mais tu vas nous expliquer ça. Et aujourd'hui le sujet qu'on va aborder c'est le recrutement à l'international. Sujet hyper intéressant. Il y a plein de gens qui le découvrent souvent sur le tas, comme le recrutement en général. Moi, tu vois, c'était chez Choco, on m'a dit tiens, maintenant tu gères l'Espagne et l'Allemagne, amuse-toi, quand tu n'as jamais recruté en dehors de la France jusqu'à présent. Tu vas nous parler, toi, de la partie stratégie. Avant qu'on rentre dans le sujet, je serais curieux de savoir qui tu es pour les gens du coup qui ne te connaîtraient pas, qui ne te connaissent pas. Même moi, ce que je t'ai dit, je fais exprès de ne pas être biaisé, donc je ne sais pas du coup un peu qui tu es, ce que tu fais. Est-ce que tu peux en 1 minute, grand max 2 minutes, nous dire Pierre qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ? Je m'appelle Pierre, je viens de Lille, je suis dans le recrutement depuis un peu plus de 8 ans maintenant, ça va faire un peu plus de 3 ans que je suis chez Brevo, qui s'appelait auparavant Seniblue, et donc aujourd'hui mon poste c'est un poste de directeur du recrutement. J'ai aujourd'hui du coup un poste qui est vraiment en 4 parties. Une partie qui est plutôt sur la partie people management, puisqu'aujourd'hui j'ai à peu près 13 personnes dans mon équipe qui sont sur 4 pays différents. Et pour le coup, je gère aussi la partie plutôt talent acquisition strategy, qui consiste vraiment à toute la partie recrutement global. Et il y a aussi une partie qu'on appelle plutôt people et recruitment operation, qui est vraiment plus sur la partie déploiement, mise en œuvre des processus et des programmes d'acquisition de talents, la partie outils internes, process, etc. Et puis une dernière partie qui, je pense, est très importante aujourd'hui, qui est vraiment la partie employee engagement. Beaucoup d'entreprises misent beaucoup plus là-dessus que sur de la croissance externe et je pense que c'est tout à fait sain. Et la partie employee engagement, c'est vraiment de comment la partie TA travaille encore plus avec la partie people business partner pour engager beaucoup plus les salariés à l'interne à travers des mises en place de grilles de salaire, de plans de carrière, etc. Trop intéressant. Donc du coup, tu as une partie RH dans ton scope en plus de la partie recrutement. Mais c'est bien parce que du coup, ça te permet d'avoir le côté 360 global où tu recrutes les gens, tu vois comment ils se développent, tu essaies de les garder. Absolument. Trop intéressant. Et du coup, aujourd'hui, tu voulais nous parler de la partie comment est-ce qu'on met en place une stratégie de recrutement à l'international. C'est souvent un peu... Alors, souvent, dans la plupart des cas, ça arrive à l'arrache. Mais si on a cette chance de pouvoir la prévoir en amont, tu nous as proposé du coup 4 parties différentes de mise en place d'une stratégie. Comment du coup par quoi tu veux commencer ? Par le début, par la partie 1 ? Oui, on va faire la partie pré-recrutement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant de pré-recruter du coup ? Alors déjà, le premier élément qui est très important, c'est de comprendre le pays dans lequel on souhaite recruter. Moi, pour donner un exemple très concret, lorsque je suis arrivé chez Seniblue en mars 2020, on était 320 personnes. Le bureau de Noida, donc en Inde, à côté de New Delhi, était évidemment le plus gros bureau et le bureau historique. Donc ça m'a permis vraiment, en tout cas, de pouvoir commencer déjà par l'Inde. Et ça m'a permis aussi de comprendre que derrière, il y avait différents facteurs à comprendre. Il y a évidemment toute une partie, on va dire, administrative, financière, réglementaire, mais il y a aussi une partie qui est liée à l'aspect, je dirais, beaucoup plus culturel. Et pour ça, il faut vraiment s'engager avec des partenaires locaux qui comprennent la culture, qui comprennent le marché, qui comprennent aussi les profils qui sont sur ce marché-là. Comment tu fais ça du coup ? Parce que Internet, évidemment, tu as pas mal d'infos, mais on peut trouver, je pense, tout et n'importe quoi. Notamment, je me dis que le côté législation, tu peux très vite te tromper avec ce que tu vois sur Internet. Comment tu fais pour justement comprendre ce pays, comme tu dis ?
Alors, je dirais que sur la partie plutôt administrative, financière et réglementaire, évidemment, je pense qu'il faut s'appuyer sur des personnes qui sont spécialisées sur le droit du pays en question. Donc des avocats au niveau locaux. Voilà, exactement, parce que c'est quand même très très complexe. Et l'aspect culturel, au début, il est assez difficile finalement à appréhender, puisque c'est pour ça qu'on s'appuie aussi sur des partenaires locaux qui comprennent ce pays pour pouvoir justement comprendre les différences, quoi. Ok. Est-ce que du coup tu peux très tomber dans le cliché potentiellement sur des pays que tu connais pas et en plus souvent au sein du même pays il y a des différences, mais tu vois genre là on est en France, même au sein de la France déjà tu prends la métropole et l'outre-mer, c'est hyper différent, tu prends des différentes régions en France, c'est pas forcément la même culture de travail. Bien et sûr. Du coup tu peux tomber dans du cliché, notamment dans des pays qui sont énormes, genre tu parlais de l'Inde, le Canada, les États-Unis, ça n'a rien à voir en fonction des États, quoi. Non, absolument. Et je pourrais aussi donner l'exemple des États-Unis qui est un marché sur lequel on veut vraiment beaucoup se développer cette année, qui fait vraiment partie de notre North Star au niveau de l'entreprise. Et travailler dans l'État de Washington n'est pas la même chose que de travailler dans l'État du Texas. Et il faut du coup comprendre tous ces aspects-là avant de pouvoir en fait s'implanter directement dans cet État. Ok, donc le niveau pays entier, mais après au niveau vraiment sous-État, et plus même au niveau des villes dans lesquelles tu es. Absolument. Tu es moins exotique que les États-Unis, tu vas en Allemagne, je sais pas si tu as sûrement dû recruter, mais entre genre du Berlin et du Munich par exemple, c'est pas très loin d'un point de vue géographie, mais ça n'a rien à voir en termes de mentalité, en termes de salaire notamment, avec les salaires à Munich qui sont juste n'importe quoi. Ok, donc tu comprends le pays, ensuite qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il y a une partie organisationnelle qui est très importante, c'est-à-dire quelle organisation l'entreprise souhaite avoir. Et ça veut dire évidemment derrière comment on va organiser les ressources qu'on souhaite justement mettre dans cette organisation. Donc c'est de savoir en fait par rapport à ses besoins quel va être le marché, comment on va justement s'adresser à ces profils, quelles sont les particularités du marché, les avantages, les salaires, les politiques de travail, de télétravail, etc. Ça, c'est très important de savoir comment s'adapter par rapport à la disponibilité des ressources, premièrement. Et est-ce que là, le but, c'est de, entre guillemets, faire le minimum mais dans la compliance, ou est-ce que c'est justement trouver l'avantage que tu vas avoir pour justement piquer entre guillemets, des ressources à d'autres boîtes? Ou les deux? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que premièrement, c'est d'abord de savoir où sont les bons talents. Et deuxièmement, c'est aussi de savoir quel est l'avantage concurrentiel qu'on peut mettre en avant. Et typiquement, chez Brevo, l'avantage qu'on met par rapport aux autres entreprises, c'est vraiment la partie people company qui est très importante pour nous et l'aspect très international et très multiculturel qui nous permet aussi finalement d'attirer les meilleurs talents. Ok, donc du coup, donc tu vas d'abord observer ce qui se fait pour potentiellement toi après trouver justement ton élément différenciant. Donc tu as compris le pays, tu as compris un peu comment tu vas pouvoir t'organiser par rapport à ça. Est-ce que tu proposes de différents? Qu'est-ce que tu fais après du coup? Tu es toujours dans le pré-recrutement? Alors dans le pré-recrutement, je dirais qu'il y a aussi de comprendre quel est le candidat idéal d'un pays à un autre. Et ça va varier selon les compétences et le mindset. Et on a des exemples très concrets en Inde sur le fait de chercher par exemple un développeur Go à Noida ne va pas être la même chose que de chercher un développeur Go à Paris. Et ça va se traduire en termes de mindset, de technique et du coup de comment le profil en fait va être construit. Ok, et du coup, comment tu t'élabores ton candidat idéal? Est-ce que c'est le candidat idéal par rapport à ce que tu veux toi en tant qu'entreprise, ou est-ce que c'est ce que tu vas être ok pour accepter? Est-ce que c'est le candidat minimum ou le candidat idéal? Je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que premièrement, il y a aussi ce que le manager veut, et je pense qu'il y a aussi derrière la partie recrutement qui va justement savoir comment choisir le bon candidat par rapport au culture fit, par rapport à ses valeurs et par rapport à ce qu'il recherche en fait, et aussi par rapport, je pense, au niveau de motivation. Alors il y a toujours, je dirais, le candidat un peu minimum, et je pense que arrivé à un certain moment du processus de recrutement, il y a forcément des compromis à faire, parce qu'on peut pas clairement tout avoir, hein, mais oui, je pense que c'est ça. C'est un peu des deux, le candidat minimum et le candidat idéal, quoi. Ok, du coup, tu vas recruter quelqu'un entre ces deux barres, quoi. Ok, ça marche. Donc, du coup, tu as compris ton pays, tu t'es organisé, tu as compris tes candidats. D'ailleurs, est-ce que tu fais en sorte de parler aux candidats avant? Enfin, admettons, quand tu n'as jamais parlé à des candidats sur place, que tu connais pas le pays, comment tu fais pour savoir justement et pour itérer sur ton candidat idéal?
Alors, je dirais que ce qui est assez intéressant, c'est encore une fois, je reviens un peu à la première étape, qui est vraiment de s'appuyer sur des partenaires locaux. C'est-à-dire que de s'appuyer quelqu'un de son équipe là-bas, qui va nous expliquer un petit peu comment est fait le marché, quel va être le candidat idéal, et aussi peut-être de participer à des entretiens un peu en mode shadowing pour comprendre un petit peu comment ça se passe en fait. Ok, ouais, hyper intéressant, et te donner peut-être aussi peut-être les pièges dans lesquels il faut que tu évites de tomber. Toi, un peu les faux pas que tu pourrais faire. Ouais, absolument. Et justement, après, typiquement aux États-Unis, souvent tout est amazing, tout est awesome quand tu as un entretien. On prend Munich, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Peu de choses sont amazing et awesome. Ok, trop bien, donc tu as fait ça, tu as compris ton pays, ton orga, ton candidat idéal. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je pense qu'il y a l'environnement de travail que l'on souhaite créer. Et ça va évidemment passer par l'emplacement des bureaux. Ça va passer par aussi l'ambiance de travail en général, en fait. Et du coup, c'est ce qu'on va vendre, en fait, aux candidats. Et ça, je pense que c'est évidemment très important. Et je dirais que selon les pays, il y a quand même des problématiques qui sont différentes. Je prends l'exemple, par exemple, du Canada ou des États-Unis, qui va être plus, par exemple, une problématique de distance. Où les personnes sont obligées de vivre à 1h30, 2h, 2h30 du bureau parce qu'en fait tout est très cher en termes de loyer, et donc il faut aussi savoir trouver le juste milieu sur en fait très bien, on vend un environnement de travail, on vend des bureaux, mais combien de jours les personnes doivent venir au bureau, qu'est-ce qu'on va leur proposer comme event, comme ambiance, est-ce qu'il va y avoir du leadership sur place qui va aussi amener cette dynamique, et ça, je pense que ça varie d'un pays à un autre. Et je pense que l'Inde aussi, c'est un exemple aussi très concret où beaucoup de personnes parfois ne souhaitent pas venir au bureau parce qu'il y a beaucoup de circulation, c'est très embouteillé, c'est compliqué. Et donc, il faut s'adapter d'un pays à l'autre. Et c'est pour ça que typiquement, sur l'environnement qu'on souhaite travailler, les bureaux, mais aussi par exemple la politique de télétravail ou tout ce qui va tourner autour des événements va différer d'un pays à un autre, forcément. Donc du coup, sur une annonce, en théorie, tu ne verras jamais les mêmes avantages d'un pays à l'autre. Sinon, c'est justement que tu as un manque de personnalisation qui va être fait, et donc c'est potentiellement une grosse erreur, quoi. Et je pense que c'est aussi parfois l'erreur de beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir cette espèce d'harmonisation globale. Culture mais globale. Cette harmonisation globale, en fait, ne s'adapte pas à toutes les géographies, c'est très compliqué. Ok, très clair. Et tous ces gens-là, du coup, c'est toi qui les recrutes à chaque fois, ou comment tu fais pour recruter des gens dans un pays que tu connais pas? Est-ce que c'est des gens de l'équipe que tu envoies en mode « Hey, je t'offre un trip au Brésil pour recruter une équipe » ou est-ce que c'est des prestats locaux, des freelances? Comment tu fais? Non, mais en général, je dirais que c'est un peu la dernière étape de la partie pré-recrutement. C'est vraiment de créer une équipe recrutement sur place. Et moi, je pense que ça fait vraiment partie des étapes un peu cruciales lorsqu'une entreprise souhaite vraiment s'implémenter à l'international. Je pense que c'est vraiment une partie qui apporte de la valeur ajoutée. Et alors, soit on va prendre quelqu'un qui est consultant, par exemple, externe, et qui va nous faire un audit avec un plan d'action. Ou alors, on recrute vraiment, premièrement, une première personne en contrat, qui va être un vrai partenaire, qui connaît très bien le marché, qui connaît les outils, qui connaît les plateformes à utiliser. Donc je dirais qu'il y a vraiment ces deux solutions-là. Mais pour moi, ça fait vraiment partie d'une des étapes cruciales lorsqu'on s'implémente dans un autre pays. En tout cas, à terme, quoi. Enfin, au début, si tu as genre 10-20 personnes, tu n'as pas forcément besoin. Non. Et du coup, qu'est-ce que tu penses t'as des boîtes qui font des sortes de cellules recrutement globales, qui sont, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui sont basées du coup à Paris, par exemple, qui recrutent partout. Toi, tu penses que c'est du coup une moins bonne idée de faire ça? Pas que c'est une mauvaise idée, mais que c'est mieux d'avoir des partenaires locaux dès que tu as pas mal de masse dans un pays, quoi. Par rapport, en tout cas par expérience, je peux dire que les personnes ont beaucoup plus, je dirais, d'atomes crochus avec une personne qui vient du même pays, parce qu'il y a forcément cette connexion qui se fait d'un point de vue culturel, d'un point de vue vision, d'un point de vue valeur aussi. Et ça vaut, en tout cas, plus ou moins selon le pays, mais typiquement au Canada, aux États-Unis, c'est très compliqué de recruter des personnes au Canada, aux États-Unis, si on n'est pas dans ce pays, ou en tout cas qu'on n'est pas originaire de ce pays, c'est quand même très compliqué. Il faut un temps d'apprentissage minimum, quoi. Et il y a aussi une espèce de connexion qui se fait beaucoup plus facilement, et je pense que c'est aussi une question de crédibilité. Je pense aussi. Super clair. Donc, je comprends sur le côté, en effet, au début, c'est pas forcément nécessaire, mais après, très vite, ça devient important pour avoir des gens qui tu connectes. Donc, tu as fini ton pré-recrutement avec ça, c'est ce que tu me disais. C'est quoi la suite? Donc, tu arrives dans ton pays, tout ça, c'est prêt. Tu es en ordre de marche. Qu'est-ce que tu fais? Alors, la première étape, je pense que c'est d'abord de mettre en place un hiring plan.
en fonction des besoins. Ok. Alors un hiring plan, je dirais que ça se construit vraiment petit à petit. Alors évidemment, je pense que ce qui est assez classique, c'est qu'on va recevoir énormément de besoins de managers qui vont rechercher un peu le mouton à 5 pattes et ça reste très compliqué. Donc je pense que quand on crée le hiring plan, il faut le faire aussi en fonction, en tout cas par ordre de priorité, en fonction des besoins business. Je pense que ça c'est très important. Et par la suite, je dirais qu'une fois qu'on a mis en place le hiring plan selon les besoins et en fonction des besoins business, on va aussi commencer par créer les fiches de poste. Okay. Et là, encore une fois, c'est quelque chose de très important parce que une fiche de poste qu'on va faire aux États-Unis n'est pas du tout la même. Quand tu dis fiche de poste, c'est l'annonce ou c'est vraiment plutôt la définition du besoin ? Alors, la définition du besoin, pour moi, elle est plutôt liée à ce qu'on va mettre dans le hiring plan. D'accord. Alors que la fiche de poste, c'est vraiment l'annonce. Ok, comment on va la construire. Publie à l'externe. Voilà, exactement. Okay. Et un exemple très concret, aux États-Unis, en général, on va beaucoup plus mettre en avant la partie business, data-driven et justement comprendre pourquoi une société européenne comme Brevo souhaite s'implémenter aux États-Unis et quel va être l'avantage concurrentiel. Exactement. Okay. Alors qu'en Inde, on va être beaucoup plus, par exemple, sur la partie très technique ou produit. Où on va mettre beaucoup plus ça en avant, en fait. Et en France, ça va être complètement différent. Ça va être beaucoup plus les valeurs, la culture, l'environnement de travail, le sens, exactement. Donc, c'est très différent et c'est pour ça que c'est une étape vraiment cruciale dans la stratégie de recrutement. Ok, donc du coup, tu as ton hiring plan, tu en déduis du coup des annonces que tu vas du coup publier. Ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Je pense que ça va être le processus de recrutement qui est à mettre en place, qui va évidemment varier d'un département à un autre. On ne recrute pas un développeur comme on recrute quelqu'un côté Customer Experience ou Sales. Et je pense que ce qui est très important dans le processus de recrutement, évidemment, tout ce qui est lié derrière, c'est la partie time to hire. C'est-à-dire qu'on doit faire très attention au nombre d'étapes que l'on met dans le processus, de la durée aussi, de s'assurer que les managers vont être disponibles, vont être aussi formés à comment justement bien faire un entretien. Et quand je dis ça, je mets évidemment derrière comment on évite tous les biais, les questions illégales, etc. etc. Mais je pense que c'est aussi lié beaucoup à la partie D&I. Et je pense que la partie Diversity Inclusion est aussi un gros sujet d'actualité. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaie d'intégrer au plus dans les processus de recrutement. Où, par exemple, on va essayer de privilégier beaucoup plus le recrutement de femmes dans la tech. Et pour ça, comment on le fait ? En fait, on intègre des femmes dans le processus de recrutement pour que ça se développe beaucoup plus. Voilà. Donc ça, c'est aussi une étape importante. Ouais, trop malin pour le côté. Enfin, tu te sens représenté quand tu as l'entretien. Je sais pas, tu vois, on est deux hommes blancs dans la salle. Si du coup tu as une femme de couleur en États-Unis qui nous voit, va dire bah non, j'ai pas envie en fait. Et c'est là où en effet Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, tu parles de D&I. Chaque pays est plus ou moins en avance. Typiquement sur différents sujets. Tu vois, il y a 3 ans, la France s'est réveillée à cause de Black Lives Matter. Avant, on ne parlait pas de D&I. Enfin, je sais pas si tu t'en souviens. Moi, j'ai pas souvenir que c'était un sujet avant en entreprise. Et le Covid plus du coup Black Lives Matter a créé ça. Et maintenant, c'est un sujet. Enfin, du coup, tu vois, on se met à parler de sexisme, on se met à parler de racisme et tout. Et à agir plus qu'en parler. Les boîtes agissent plus ou moins. Mais en tout cas, à minima, elles se sentent obligées parce que tout le monde se met à le faire et c'est très bien. Oui, bien sûr. Et nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Brevo, notamment avec un social committee, un green committee. Et justement, on essaie d'intégrer tous les pays au même niveau. Mais c'est vrai que c'est aussi, en tout cas d'un point de vue différence entre les pays, c'est aussi intéressant à analyser. Ok, trop bien, trop intéressant. Dans ta partie stratégie aussi, comment tu fais pour... alors évidemment, le sourcing est différent. Côté l'inbound, je pense, doit pas mal varier. Comment tu, entre tes annonces, ta marque employeur, ta marque personnelle, les posts que tu vas faire sur LinkedIn, comment tu modifies tout ça par rapport aux différents pays ? Comment tu attires différemment tes candidats ? Je pense que au niveau de l'approche, il faut évidemment s'adapter à l'audience à laquelle on parle. J'ai un exemple très concret. En Inde, on a eu l'occasion de mettre en place notre premier meet-up côté React.js. Et ça a été en fait pour nous très révélateur de justement comment on utilisait au mieux en fait les connaissances et le réseau de certains managers
pour justement pouvoir attirer encore plus une certaine audience. Ok. Et pour moi, c'est ce qui fonctionne le plus en fait. C'est qu'en fonction de l'audience, c'est de prendre des managers qui sont dans le pays concerné, qui connaissent le métier, qui savent en parler et qui vont du coup attirer un autre réseau dont nous, recruteurs, on n'a pas forcément accès. Clairement. Et qui sont plus légitimes que toi dans un meet-up à en parler. Quoi. Si tu arrives en tant que recruteur dans un meet-up, souvent tu n'es jamais bienvenu. Quoi. On sait que tes intentions ne sont pas claires. Ok, très clair. Donc du coup, sur la partie stratégie, est-ce que tu as autre chose à rajouter parce que là, déjà, tu as fait un bon tour. Est-ce qu'il y a autre chose qui est vraiment crucial pour les gens qui veulent recruter à l'international qu'il ne faut pas oublier quand tu te lances à l'étranger? Je pense que c'est la stratégie de recrutement global. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce aussi de... faut qu'il y ait une espèce de crédibilité en fait. Et il faut que ça fonctionne aussi d'un point de vue global. C'est-à-dire pourquoi on va par exemple aller beaucoup plus mettre l'engineering en Inde et pourquoi on va beaucoup plus mettre la partie revenu aux États-Unis. Je pense qu'il faut que ça se justifie et je pense qu'il faut que ça ressorte aussi sur le hiring plan et selon les besoins de l'entreprise et que ça soit connecté au business et à la stratégie globale de l'entreprise. Ce qui est un élément en général qui est parfois oublié, je trouve, et qui est crucial en fait pour nous, recruteurs, recruter les bonnes personnes aux bons endroits. Et je dirais à la fin, c'est aussi comment attirer les candidats, quelles sont les normes, quels sont les standards. Et comme je l'ai évoqué avec le Meetup, par exemple, les approches sont différentes d'un pays à un autre et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'appuyer sur des experts locaux pour ça. Ok, ouais, experts à la fois, comme tu disais, juridiques, experts d'un point de vue recrutement aussi, qui vont t'aider à trouver les bonnes pratiques. Ok, admettons, tes personnes sont arrivées. Est-ce que peut-être tu as des choses à nous dire sur la côté, on parle de pré-boarding, c'est toute la partie entre je te fais une offre et tu arrives X mois après. Alors pour le coup, genre en France, souvent c'est 3 mois de préavis, donc tu as 3 mois où tu dois attendre. Est-ce que tu as des bonnes pratiques sur le côté pré-boarding et onboarding dans d'autres pays? Alors oui, je pense que ça, la partie en tout cas expérience employée est très importante. La partie pré-onboarding et onboarding évidemment. Alors nous on a justement essayé de mettre en place une solution en interne qui permet d'automatiser un peu ce processus de pré-onboarding et d'onboarding. Et c'est de justement comment on met en place une espèce de flow. De process qui va être automatisé, qui va permettre d'avoir une expérience un peu personnalisé pour la nouvelle personne qui va arriver. Et donc pour ce faire, on a par exemple pendant le pré-onboarding, si je peux donner un peu des bonnes pratiques, c'est que je pense qu'il faut au maximum que la personne en fait se sente unique et sente aussi qu'elle est déjà connectée à l'entreprise. Et comment? Eh ben, ça va être de connecter cette personne avec des personnes de son équipe, avec le C-level peut-être de ce département-là. Et justement, ça va être déjà de mettre un pied dans l'entreprise. On a eu un exemple très concret ici chez Brevo, avec notamment en Inde, où justement il y avait beaucoup de profils tech qui finalement acceptaient l'offre et finalement ne venaient plus. Pourquoi? Parce que le délai de préavis, ou du moins le temps que la personne arrive, était beaucoup trop long. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit qu'il fallait justement mettre en place cette partie pré-onboarding et onboarding pour beaucoup plus engager les candidats. Et ça se fait à travers ce processus qui est très personnalisé et qui doit être personnalisé au maximum, avec un maximum de connexion avec les gens de l'équipe ou les gens de l'entreprise avant que la personne arrive. Trop bien. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on oublie côté recrutement, parce que des fois c'est une tâche de RH, c'est la partie RH qui prend le relais. Et du coup, en effet, ce pre-boarding, onboarding, c'est crucial c'est la première étape que tu fais dans la vie d'un futur employé. Et du coup, en effet, t'as pas le droit à l'erreur. Avant qu'on finisse cette partie, est-ce que tu aurais des outils, toi, à me dire sur tout ce qu'on s'est dit, donc sur la partie compréhension, pré-recrutement, la partie stratégie, la partie expérience employée avec l'onboarding, pré-boarding, onboarding. Est-ce que tu aurais des outils à me communiquer qui, tu penses, seraient des outils intéressants et impactants dans différents pays? Je pense que, évidemment, l'indispensable pour tout recruteur, je pense que ça reste LinkedIn. Quoi? LinkedIn. J'ai entendu parler. Ok, j'ai regardé. Ok, donc LinkedIn, très bien. Je pense que c'est l'indispensable. Alors évidemment, ça fait complètement sens, mais bon, on y pense tous, mais je pense que c'est indispensable. Je pense qu'il y a les job boards du pays en question. Et je pense que ça va évidemment dépendre des profils que l'on va recruter. Je donne un exemple en Inde, par exemple, ça va plutôt être Naukri pour recruter tous les profils tech. Aux États-Unis, Indeed fonctionne très bien aussi. Comment tu trouves justement les bons et les pas bons? C'est à force d'expérience, de tentative, ou c'est justement ces relais TI locaux qui vont te les donner, ou les deux d'ailleurs? C'est les deux, je pense. C'est les deux par expérience et aussi par essai.
Tu tentes des trucs et tu te dis ça marche ou pas, quoi. Ouais, absolument. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est plutôt les médias, je dirais recrutement, tout ce qui est blog, voilà, du pays en question, qui est évidemment très important pour atteindre une audience qui est, je dirais, plutôt des candidats passifs pour les transformer et pouvoir les attirer. Et donc quand tu dis ça, c'est pour comprendre, enfin par exemple, est-ce que ce serait de trouver l'équivalent d'un Welcome to Jingle dans un autre pays pour comprendre le monde du travail, ou est-ce que c'est toi t'en servir pour un canal de com et genre faire un article sponsorisé par exemple? Ça peut être un canal, c'est plutôt un canal de compréhension. Faire un article de compréhension, mais aussi de faire des articles un peu sponsorisés. Je pense que c'est très important. On l'a fait en Inde avec un blog côté engineering où justement les engineering managers mettent régulièrement des articles sur ce qu'on fait en fait en interne et ce qui est développé côté produit. Et je pense que ça c'est hyper important en fait. Plus on donne de contexte et de contenu sur ce qu'on fait, plus on attire en fait de talents. Ok, ça marche. Écoute, super intéressant. Merci pour ça. Salut à toi, Alexia. Salut Léo. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, très bien. Ravie d'enregistrer ce podcast avec toi. C'est ma première fois. Donc c'est une toute nouvelle chose, on va dire, pour moi. Mais justement, très heureuse de débuter tout ça. Et puis, t'as bien aimé tout à l'heure en mettant le casque t'entendre en retour direct, un peu exactement. En mode ASMR, ça a bien fait marrer. Donc... J'adore l'ASMR, donc effectivement, c'était très agréable. Vraiment ou en... Ouais, non, oui, vraiment. D'accord, ok, tu fais partie de ces personnes-là. Merci d'être venu, du coup, c'est cool. Exactement. On va arrêter tout. Mais non, c'est vrai que c'est assez perturbant au début, mais finalement, c'est agréable. Et en fait, ça t'isole du monde. Moi, j'aime bien ce casque. Non, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu plus concentré aussi. Exactement. Imagine des meetings comme ça, tu vas faire des salles de réunion où tout le monde a des casques comme ça et avec du coup des temps de parole et en fait du coup il y a une personne qui décide qui parle. Comme ça, du coup, t'évites que t'aies du mansplaining ou t'as Michel, le directeur de la boîte, qui du coup va parler pendant 50 minutes, là où la stagiaire parlera que 5 minutes. Bref, je m'égare. Ravi d'enregistrer avec toi. On est du coup sur une deuxième partie du podcast qui, comme vous le savez, vu que vous nous écoutez, est un peu particulier, vu qu'on a deux personnes. On a Pierre qui vient de nous parler de la partie stratégie de recrutement. Et du coup, Alexia, toi, tu venais nous parler des différences principales entre les pays. Donc, c'est vraiment un retour d'expérience que tu nous fais, plus que vraiment une sorte de cours / leçon théorie. C'est vraiment ce que toi, tu penses des différences principales. On va aborder plein de thèmes sur le marché, sur le process, sur les offres. Je te laisse du coup te présenter aux gens qui nous écoutent. Donc nous dire un peu en 1 minute, disons, qui tu es, Alexia. Et juste après, on partira sur les différences. Ok, super. Effectivement, enchantée. Donc moi, c'est Alexia. Je travaille actuellement chez Brevo. Je suis Senior Talent Acquisition Partner. Donc mon rôle, on va dire, est aux alentours donc, du recrutement, bien entendu, où effectivement, je vais m'occuper de certains postes dans l'entreprise. Donc il y a une diversité quand même des profils que je vais pouvoir rencontrer et recruter. Donc ça, c'est très intéressant pour moi. Et ensuite, il y a la partie aussi projet transverse que je vais effectivement pouvoir toucher aussi de mon côté, lié au recrutement ou lié aujourd'hui à tout ce qui est gestion de carrière. Donc effectivement, dans l'entreprise aussi, j'ai la chance aussi en interne de pouvoir toucher aussi des sujets liés à la gestion de carrière, à l'évolution, on va dire, des salariés dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup par mon parcours et mes appétences. Donc voilà, 2 sujets, recrutement, projet transverse. Et effectivement, j'ai la chance d'être dans une entreprise aujourd'hui qui grandit pas mal. Donc il y a pas mal de sujets aussi en interne que je peux toucher au niveau des ressources humaines. Donc très intéressant. Tu fais aussi des RH en plus du recrutement. Et ça va, tu le vis bien ? Oui, très bien. Je me porte très bien grâce aussi à mon équipe. Très bien. Avant, du coup, courant dans les différents dont tu voulais nous parler, toi, pour qu'on comprenne aussi, c'est quoi sur les différents pays sur lesquels tu recrutes ou tu as recruté depuis que tu es chez Brevo ? Pas forcément. Alors, si tu en as 44, pas la liste, mais les principaux. Aujourd'hui, je recrute surtout donc, sur la France. Mais effectivement, j'ai pu recruter aussi du coup, en Inde, au niveau effectivement, du produit. J'ai pu aussi du coup, rencontrer pas mal de candidats en Allemagne, en Bulgarie par exemple. Et effectivement, j'ai pu voir aussi du coup avec mon équipe ou dans mes anciennes expériences du recrutement plus à l'international en Amérique du Nord, en Angleterre, sur aussi d'autres pays. Mais je dirais plus France, Inde, j'ai aussi du coup Allemagne et Bulgarie également. Ok, donc plein de pays différents. Hâte du coup de voir ce que tu vas nous dire sur tous ces pays-là. Et du coup, il y a différentes différences dont tu voulais nous parler. Oui. Est-ce que tu as un ordre en particulier ? Tu m'en as préparé, tu m'en as envoyé plusieurs. Est-ce que tu veux qu'on commence directement avec ta préférée, ta chouchou ou... Alors, ma chouchou, je pense qu'on peut faire comme tu le souhaites. C'est vrai que j'ai noté pas mal de différences. Ouais. Donc, en tout, je pense qu'on en a 8.
Ok. il me semble, Ouais. 7 ou 8. Ouais. Et effectivement, on peut commencer, si tu veux, par Ta la préférée. première, donc la différence sur les offres d'emploi. Les offres d'emploi. Alors, quelles Ouais. sont les différences en fonction des pays? Qu'est-ce que tu as Mhm. pu remarquer? Alors moi, ce que j'ai pu remarquer, effectivement, c'est qu'on a une structure qui est quand même définie dans certains pays. Donc une structure, on va dire, des Ouais. offres d'emploi qui va être très différente. Je sais qu'en Amérique du Nord, par exemple, on a un wording qui va être assez différent, par exemple, d'en Europe. Et en Europe, on va avoir un contenu, on va dire, sur les offres d'emploi qui est assez similaire. Donc on a bien entendu présentation de l'entreprise, présentation du poste. Après, on a les missions, responsabilités en fonction du poste recherché. Mhm. On a le profil. Après, effectivement, les avantages de l'entreprise et le processus de recrutement. Donc, j'imagine, en Europe, effectivement, au niveau international, ça peut être assez, on va dire, similaire. Mais je sais que, par exemple, en Amérique du Nord, on a une structure qui est quand même, il y a un wording qui est quand même différent. Ok, du coup, il faut adapter en effet ces Ouais. annonces. Tu peux prendre un template, le même Exactement. partout et le modifier. Mhm. Quoi. Oui, effectivement, le modifier aussi en fonction voilà, du pays et des profils aussi Ouais. qu'on va rencontrer justement dans le pays en question. Ok. Donc, je pense que première ça, c'est différence, assez sur intéressant. la structure, comment tu composes ton offre. Oui. Qu'est-ce que tu as d'autre comme différence sur Mhm. l'annonce? Et qu'est-ce que tu mets aussi, du coup, en avant? Ouais, ok, les avantages. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que Mhm. ça, on en parlait tout à l'heure, en effet, avec Pierre. Les avantages sont différents d'un point de vue à la fois culturel Exactement. ou autre. Et donc, si tu promets les mêmes avantages à tout le monde, ça va pas forcément faire mouche. Exactement. Après, tu peux Et- quand même avoir une base qui est similaire partout. Oui. Et après, avoir des bonus, entre guillemets. Enfin, Bien du sûr. coup, moitié-moitié, moitié personnalisé, moitié uniforme. Quoi. Oui, tout à fait. Exactement. Du coup, on a aussi une indication aussi du salaire sur les offres d'emploi dans Mhm. certains pays qui Mhm. est obligatoire en fonction des réglementations et de la législation en vigueur. Donc, par exemple, aux États-Unis, on est dans l'obligation effectivement de fournir une fourchette salariale. Ok. Donc, soit dans l'offre, soit par exemple, il me semble que c'est en amont du premier entretien. Donc, ça, c'est vraiment une réglementation qui a été mise en place. Chose qui devrait être faite aussi, du coup, en Union européenne dans pas très longtemps, en Europe, parce qu'effectivement, on a une réglementation, une directive qui a été approuvée, du coup, fin mars, Ok. sur la transparence, justement, des salaires, qui va nous permettre aussi de réduire aussi tout ce qui est écart homme-femme. 2027, je crois, c'est ça. Un Ouais, truc, je crois que c'est les pays, je crois que les pays concernés Ouais. doivent mettre en place cette législation dans les 2 ans, mais je ne suis pas exactement sûre. Mhm. À revérifier. Mais effectivement, dans ce cas-là, effectivement, on ne pourra plus demander le salaire précédent. Et effectivement, on devra aussi informer les candidats donc, sur la fourchette salariale Ouais. et effectivement dans l'offre ou avant l'entretien. Et effectivement, on aura aussi l'obligation de fournir d'autres informations en amont, effectivement, aux candidats. Ok. Trop bien. Donc, du coup, très deuxième intéressant. différence là-dessus, le côté légal, c'est là, du coup, salaire. Oui. Est-ce que tu vois autre chose sur les offres qui vraiment, pour toi, t'a marqué? Oui, alors effectivement aussi, du coup, la langue Mhm. dans laquelle justement les offres vont être publiées. Mhm. Par exemple, je prends l'exemple en Allemagne. Mhm. Je sais qu'il est parfois du coup préférable de poster en allemand, effectivement, plutôt qu'en anglais. Et aussi, parfois, par exemple, tu vas avoir à Berlin, où tu vas avoir pas beaucoup quand même de personnes qui vont parler en fait allemand, et plutôt des personnes qui Ouais, vont parler du coup international. anglais, Tout à fait. puisque effectivement, on a le côté très international qui est développé justement à Berlin. Mhm. Donc ça dépend aussi en fonction des villes sur lesquelles on va recruter dans le pays en question. Mais effectivement, par exemple, en France, ça peut être aussi, je pense, le cas pour certains postes, Mhm. où effectivement pour... moi, j'ai dans la vision, effectivement, que pour les stages et les alternances, par exemple, parfois, il est préférable de le poster en français, puisqu'on a certains candidats qui vont pas forcément être à l'aise en anglais pour l'instant, parce que voilà, ils sont en études, donc ils vont améliorer petit à petit cette langue. Mais effectivement, je pense qu'ils sont peut-être plus à l'aise de lire, justement, l'offre d'emploi en français. Donc, c'est vrai que ça dépend, voilà, en fonction du profil et en fonction aussi du pays et de la ville. Bien sûr. Et puis là-dessus, t'as aussi, ça fait le lien avec ce que tu disais avant sur le côté légal. C'est typiquement genre en France, peu de gens savent que tu es obligé normalement de mettre une offre en français. Ouais. Tu as plein de boîtes internationales, start-up notamment, qui souvent mettent des offres en anglais partout. Mais on doit toujours avoir à minima du coup à un endroit l'offre en français. C'est écrit dans le code du travail. Mais... Effectivement, c'est sur les sites aussi comme l'APEC, par exemple. Exactement. Les offres d'emploi, effectivement, la langue, effectivement, c'est le français. Et aussi, je rebondis aussi sur le côté légal, qui effectivement est assez important. Tu as aussi l'obligation de certaines mentions. Par exemple, quand tu vas recruter en France et tu vas poster ton offre en français, tu vas devoir mettre femme, homme, par exemple. Donc ça, effectivement, c'est, on va dire, aussi une mention qui va devoir être justement ajoutée à l'offre d'emploi et au titre de poste,
à la fin du titre de poste. Clairement, et ça dans chaque pays, je suis sûr qu'il y a plein de différences, même des qu'on ne connaît pas dans des pays où il y a les équivalents qui sont demandés. Si on parle maintenant du coup là, des différences vraiment au niveau des pays, est-ce que par exemple tu vois entre par exemple sur le marché du travail, sur le côté marché économique, est-ce que tu vois des différences par rapport aux boîtes, par rapport aux différents pays justement? Oui, totalement. C'est vrai qu'on a, en fonction du marché, du pays dans lequel on va recruter, on a des tensions qui vont être assez différentes sur le marché. Donc, par exemple, je prends l'exemple de la France, où on a un marché quand même qui est tendu sur des profils très techniques. Donc, par exemple, data engineer, data scientist, et produit aussi parfois. Et sur ces profils effectivement techniques, ça va être compliqué de trouver des candidats qui sont effectivement à la recherche d'une nouvelle offre, puisqu'il y a plus d'offres que de demandes. Et donc, on est sur un marché qui est assez tendu. A contrario, si je reprends l'exemple de l'Inde, on a pas mal quand même de profils techniques qui vont postuler, où effectivement on aura un marché qui est moins tendu sur ces profils-là. Donc ça dépend vraiment aussi du coup de l'offre et de la demande, et du type d'entreprise aussi qui va recruter. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui peut être assez intéressant. C'est vrai qu'on a certains marchés où on a beaucoup de startups qui vont recruter, et qui vont rechercher, alors dans on va dire l'environnement tech, des startups effectivement tech qui vont voir le jour et qui vont vouloir recruter leur équipe technique, bien entendu, et qui vont avoir beaucoup d'offres, on va dire, au niveau tech, au niveau de profils techniques. Ok. Et puis en plus là, tu rajoutes aussi tout ce qui est là en ce moment le marché tech dans le monde ne va pas très bien. Genre aux US, t'as plein de gens t'as plein de layoffs, de gens qui sont licenciés. Oui. Même en France, beaucoup de startups ne lèvent plus d'argent. Slash du coup font des plans de licenciement ou se font racheter. On va pas citer d'exemples derrière ce micro, mais il y en a régulièrement depuis début 2023. Et du coup, t'as ce côté justement marché. Est-ce que t'as aussi des différences que t'as remarqué côté géographie? Genre tu vois, entre je sais pas, tu compares, j'en sais rien, un Canada et la France. Tu compares le Brésil et le Luxembourg, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu remarques comme différence? C'est vrai qu'au niveau des pays, on a des distances qui sont totalement différentes. Quand on prend l'exemple du Canada ou des États-Unis, on a des distances qui sont assez énormes. Et effectivement, quand on parle, par exemple, avec un candidat de télétravail, on va lui dire, est-ce que toi, tu es dans l'optique de venir au bureau quelques fois par semaine ou tu es plutôt, effectivement, quelqu'un qui souhaite être en télétravail assez souvent? Bah là, effectivement, totalement. On a des personnes qui vont répondre « Ah bah non, moi, le bureau, c'est à 5 heures de route ». Donc effectivement, là, tous les jours, c'est compliqué. Voilà, tous les jours, c'est un peu compliqué, alors qu'en France, c'est vrai que les distances sont beaucoup plus réduites par rapport à ce type de pays qui est vraiment énorme. Et je pense qu'il y a ces différences-là, effectivement. Et j'ai une de mes collègues qui me racontait justement cette expérience où elle interviewait quelqu'un qui était au Canada. Et quand elle lui avait demandé effectivement s'il pouvait venir au bureau, c'était complètement hors de propos, puisque effectivement les distances étaient assez énormes. Bien sûr. Ouais, en fait, je vois pas de quoi on se plaint en France. Au final, tu vois, en 5 heures, tu peux quasiment relier tous les points du territoire en train, presque. Mais alors que là, les 5 heures au Canada, tu fais pas grand-chose dans toute la superficie. Ok. Et est-ce que, tu vois, genre lié un peu à ça, il y a un peu un côté culturel que tu pourrais avoir au sein des pays. Là, bon, même au sein d'un même pays, il y a déjà des différences. Clairement, prends juste la France entre tous les départements d'outre-mer, entre du coup plutôt le nord, le sud, les Parisiens qui sont vraiment un monde à part qu'on aime pas, clairement. Qu'on n'aime pas, les Parisiens, on n'est pas trop fans. Mais du coup, est-ce que tu as des différences entre les pays que tu pourrais remarquer? Oui, bien sûr, effectivement. Donc, en fonction des pays, et c'est ça qui fait la force aussi, au niveau de la diversité, on va dire, des profils rencontrés, c'est qu'on a effectivement des différences au niveau, bien sûr, de la communication durant les échanges. Donc, ça peut être la communication par écrit ou pendant les entretiens. Ça, c'est quelque chose qui peut changer d'un pays à l'autre. Et on a aussi la façon de se présenter, effectivement, en entretien, qui peut être aussi différente d'un pays à l'autre, ou dans un pays, par exemple, ça va être très, très structuré, et dans un autre, effectivement, on va revenir sur certains points du parcours, mais pas forcément précisés ou détaillés dans le fond. Donc, effectivement, ça va être vraiment des différences, et je pense que, effectivement, ça, c'est une force dans le recrutement à l'international, c'est que au quotidien, on rencontre pas toujours les mêmes candidats, les mêmes personnes. On va avoir des échanges qui vont être totalement différents. Et je pense que ça, c'est une des forces aussi de ce type de recrutement.
Ouais, clairement, et ça doit être hyper dur pour toi, du coup, de t'adapter par rapport à ça, et ça amplifie tu sais, on parle de care candidat et de faire attention, du coup, à expliquer. Bien sûr. Et tu as des boîtes qui mettent en place, du coup, des kits candidats où ils expliquent comment ça va se passer. Bah, c'est d'autant plus important parce que, typiquement, si tu dis soit synthétique à, je sais pas, 10 nationalités différentes, leur définition de la synthèse sera différente. Et donc, après, ce sera à toi, en effet, de les accompagner. D'ailleurs, sur ce côté, toi, du coup, process, donc, je sais pas, sur le côté CV, sur le côté négo, sur le côté prise de ref, à partir du moment où tu as les gens en entretien, qu'est-ce que tu aurais, du coup, en plus, qui, toi, vraiment te dit, OK, il faut faire attention à ça quand tu recrutes à l'étranger, quoi. Ouais. Au niveau du processus de recrutement, c'est vrai que voilà, il y a vraiment des différences qui sont assez, on va dire, globales à noter en fonction des pays. On revient effectivement sur la façon de présenter aussi son CV. Donc effectivement, il y a des différences qui sont assez, on va dire, à noter, on va dire, en fonction des pays. Donc par exemple, dans certains pays, tu vas avoir des CV très détaillés. On va vraiment détailler les expériences. On va faire un CV de 3-4 pages pour vraiment détailler tout le parcours et les projets académiques également. Donc vraiment un CV très détaillé. Et à contrario, dans d'autres pays, on va avoir des CV beaucoup plus succincts et plus courts. Donc effectivement, ça va être quelque chose qui est à noter effectivement en fonction des pays. On va avoir aussi, au niveau du processus de recrutement, quelque chose que moi j'ai noté, c'est effectivement les questions aussi qu'on peut poser en entretien. Donc effectivement, en fonction du pays, tu vas avoir, on va dire, des réglementations aussi et des législations en vigueur où il y a des questions discriminatoires que tu ne peux pas poser. Donc effectivement, en France, on a pas mal de questions effectivement discriminatoires. Et en fonction des pays, ça va peut-être changer. Donc bon, les questions discriminatoires sont assez, on va dire, similaires d'un pays à l'autre, mais on peut avoir des réglementations qui sont assez différentes. Donc ça, je pense que c'est aussi à noter au niveau du processus de recrutement et des échanges qu'on peut avoir dans le processus. Ok. Et tu as un sujet, tu l'as abordé un petit peu, le côté salaire. Je pense que c'est un sujet dans tous les pays. C'est quoi les différences côté salaire? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, par exemple, en fonction de différents candidats que tu aurais pu voir dans différents pays? Oui, bien sûr. Alors effectivement, on a... la question du salaire peut gêner, on va dire, certains candidats dans certains pays. Donc ça dépend vraiment, on va dire... Alors, je pense que ça dépend effectivement donc du pays, mais ça dépend aussi du candidat en face. Donc ça, je pense qu'il y a ces deux, on va dire, notions qui, on va dire, qui peuvent être assez différentes. Après, effectivement, en France, alors moi, c'est ce que je fais effectivement au niveau du processus, où je demande effectivement en amont du coup les prétentions salariales de la personne. Et c'est vrai que généralement les candidats ne sont pas très surpris de cette question, puisque c'est une question qu'on peut poser effectivement à ce moment-là, et je pense que ça ne gêne pas trop les candidats. Et à contrario, voilà. Je pense qu'ils sont habitués à en parler effectivement, et c'est quelque chose une notion importante. Donc je pense qu'ils ne sont pas très gênés d'en parler. À contrario, dans d'autres pays, il va être beaucoup plus difficile de parler, on va dire, du salaire en amont. Au moins en amont des entretiens. Il faut arriver à la fin, du coup, au niveau de l'offre. Et parfois, effectivement, on arrive à la fin du processus. Et là, c'est le moment, on va dire, le candidat est surprise. Voilà. C'est un peu une surprise aussi parfois, puisque effectivement, parfois, la fourchette, effectivement, ne peut ne pas correspondre. Bien sûr. Mais je pense que c'est aussi l'optique de cette nouvelle réglementation, où effectivement, on aura à fournir justement une fourchette salariale. Et là, du coup, le candidat, effectivement, sera, on va dire, sera au courant. Donc, aura l'information en amont de cette fourchette. Donc, je pense que ça réduira aussi l'impact de la surprise à la fin du processus, dans le cas où on n'a pas échangé avec le candidat en amont. Alors, effectivement, ça dépend effectivement du pays. Mais voilà, c'est un peu cette différence que j'ai vue aussi au niveau du salaire et au niveau de la négociation aussi. Donc la façon de parler effectivement du salaire, et deux, effectivement, donc la négociation du salaire en entretien, ou à la fin, effectivement, du processus. Donc, dans certains pays, donc, il va être, on va dire, le candidat va négocier un petit peu, effectivement. Et dans d'autres pays, ça va être une négociation vraiment musclée. Où, effectivement, on va négocier plusieurs fois. Et ça, moi, je conseille dans des pays, en fait, où on recrute pour la première fois, où on n'est pas, on va dire, habitué à recruter. Moi, je conseille toujours de se faire accompagner par une équipe ou une personne justement recruteur ou recruteuse du pays en question, pour qu'elle puisse aussi justement on va dire nous informer de la façon de négocier du coup avec les candidats, etc., en fonction des différences du pays en question. Donc je pense que c'est toujours intéressant et important de se faire accompagner.
Et du coup, tu as parlé salaire. Est-ce qu'au niveau avantage, c'est pareil? Par exemple, tu vois, je n'en sais rien, tout ce qui est ticket resto, vacances, enfin déjà les congés, ne serait-ce que ça. Je pense que quand tu as des Américains qui découvrent qu'en France, tu peux avoir 5 semaines plus 10 jours de RTT et que tu as 7 semaines de vacances. Oui, donc effectivement, toujours, effectivement, on a des différences aussi au niveau des avantages, comme tu le disais. En France, on a des avantages légaux. Donc effectivement, le remboursement Pass Navigo, la mutuelle, etc. Et les congés, effectivement, les congés payés. Dans d'autres pays, voilà, comme par exemple, si on prend en Amérique du Nord ou aux États-Unis ou au Canada, justement, ça va être totalement différent. Donc, par exemple, on n'a pas autant de congés payés que, effectivement, qu'en France, on va dire. Et effectivement, au niveau justement de ces avantages, je pense, on va dire qu'effectivement, certaines entreprises vont s'adapter effectivement au pays en question. On va essayer, on va dire, d'attirer des candidats avec des nouveaux avantages qu'ils vont mettre en place. Exactement. Et on a aussi quelque chose que j'ai peut-être oublié effectivement sur le salaire. C'est aussi la façon d'exprimer son salaire en entretien. Donc, quand je parle d'expression du salaire, c'est donc la monnaie. Donc effectivement, qui est totalement différente d'un pays à l'autre, et la façon d'exprimer justement cette monnaie. Alors, je prends l'exemple, par exemple, en Inde. Donc le salaire, en fait, est exprimé du coup en roupies indiennes, mais il peut être aussi exprimé en lakhs et en crores. Donc c'est vraiment spécifique à la monnaie en question. Et c'est vrai que tu as beaucoup, on va dire, de candidats qui vont te dire, voilà, moi je sais être payé, on va dire, tant de lakhs. Et au début, si tu connais pas la monnaie, tu t'es pas un peu renseigné, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? T'as des convertisseurs du coup. Et j'avoue que ça m'est arrivé. Voilà, pour la petite histoire, effectivement, le premier entretien que j'ai eu avec un candidat en Inde, c'est vrai que je me suis posé la question, mais tiens, je connais pas du tout, il me parle pas en roupies indiennes. Puis après, effectivement, petit à petit, j'ai appris sur le tard et j'ai pu effectivement avoir les informations liées à ça et grâce à mon équipe qui m'a pas mal informée aussi à ce sujet. Et effectivement, la façon aussi d'exprimer son salaire en entretien. Donc, dans certains pays, tu vas exprimer ton salaire en annuel, après en mensuel. Il y en a d'autres en taux horaire. Ok. Même le brut, le net. Voilà, exactement. Il me semble, par exemple, la Sofia, effectivement, en Bulgarie, effectivement, les candidats expriment leur salaire en net. Donc, effectivement, leur prétention, je veux dire, salariale en net. Et effectivement, ça peut aussi différer d'un pays à l'autre. Après, dans l'absolu, ça serait chouette que le net pourrait être plus simple pour tout le monde. Hein. Même en France, tu as des candidats qui te disent je comprends pas ce que ça veut dire brut, combien je gagne à la fin de l'année. Ouais. Heureusement, tu as le magnifique site salaire brut net que tout le monde utilise pour les conversions. mais c'est vrai que ça peut se comprendre. Ok, trop intéressant. Et quand on faisait aussi la prépa, tu me parlais de la différence un truc, moi je trouvais ça bien, c'est sur les titres de poste. Comme quoi il y avait des différences. Tu vois, nous, c'est un peu, je dirais, assez archaïque. Les titres que tu peux avoir par exemple en France où tu peux être head of de toi-même dans une start-up, ça veut un peu rien dire. Oui, c'est vrai que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, ça dépend tellement de facteurs. Qu'est-ce que tu as vu comme différence du coup là-dessus sur le titre et sur aussi tu vois par exemple les langues qui vont être liées des fois aussi à ça. Tout ce côté un peu comment les gens se parlent de quoi. Totalement. Alors, c'est vrai qu'au niveau des titres de poste, si je prends l'exemple des postes produits, on va dire, c'est vrai que j'ai vu, moi, une différence en recrutant l'année dernière des product managers, par exemple. En Inde, effectivement, une personne junior, le titre de poste associé, ça va être associate product manager. Et effectivement, je sais que dans d'autres pays, ça peut être également le cas. Et en France, si on souhaite recruter, on va dire, quelqu'un de junior, ça va être plutôt un junior product manager. Donc, c'est vrai que c'est des différences, on va dire, des petites différences, mais à noter si on veut sourcer, par exemple, sur LinkedIn, dans un pays aussi en question. Je pense qu'il faut se renseigner sur les titres de poste. Donc, aller voir effectivement les job boards en question, du pays en question, etc. Et aussi, sur des postes aussi customer. Par exemple, en France, nous, nos postes customer, c'est des customer experience représentatives, effectivement. Et en Inde, on va plutôt parler de customer experience associate. Donc effectivement, ça dépend aussi, le titre de poste dépend aussi du pays en question. Donc faire une grosse formule booléenne, comme ça on met tout dedans et comme ça on s'assure de ne pas passer à côté des jobs qu'on connaît pas. Effectivement, et en anglais et dans la langue locale. Ouais. Enfin, tu vois, typiquement en Allemagne, il y a pas mal de gens, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais qui mettaient leur titre aussi en allemand. Mais comme en France, des gens mettent leur titre en français. Exactement. Et du coup, bon courage quand tu parles pas allemand pour trouver des titres avec des mots qui sont magnifiquement longs. C'est ça. Mais du coup, si tu mets tout dans ta grosse booléenne, quand tu fais ton sourcing, tu trouves tout le monde. Oui, effectivement, si tu ajoutes effectivement le plus de titres de poste,
c'est là où tu peux effectivement trouver, on va dire, C'est des ça. profils qui peuvent correspondre et le plus de profils également. C'est ça. Bon, c'est du sourcing basique, mais en effet, avec l'international, tu rajoutes la langue du pays Exactement. en plus de, Ouais. de l'anglais. On a couvert pas mal de sujets. Tu nous as parlé du coup des différences sur les offres, sur le process, sur les différences géographiques, sur le marché. Tu nous as parlé de salaire, beaucoup d'avantages, des différences un petit peu aussi culturelles. Et là, du coup, sur le côté titre, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées ou tu te dis, ah, ça, j'aimerais bien en rajouter, vraiment des choses à faire attention pour toi, tu vois, les choses qui vraiment sont les plus Oui. potentiellement dangereuses en termes d'erreurs qu'on pourrait faire, avec des exemples que tu aurais à nous donner. Alors, je pense qu'il y a quelque chose aussi à noter, c'est l'importance des titres de poste. C'est-à-dire que, en fait, dans certains pays, alors c'est effectivement ma vision et ce que j'ai pu voir, dans certains pays, le titre de poste va être très important. C'est lié à Donc, ta personne et à comment tu... Voilà, ouais. lié à la personne et aussi, je pense que ça peut être aussi culturel et lié au pays, bien sûr, en question. Donc, je pense que dans certains pays, voilà, très important le titre de poste. Donc, vraiment, les candidats vont faire attention au titre exact. Et dans d'autres pays, par contre, le titre de poste va pas être tellement important, mais ça va plutôt être, on va dire, la mission ou les responsabilités qui vont être, on va dire, qui vont être le plus important. Donc, ça dépend aussi, je pense, cette importance des titres de poste du pays dans lequel on recrute. Ok. Si en plus à ça, tu rajoutes à quel point c'est important pour les gens, parce qu'à titre personnel, même au sein d'un même pays, tu vois, typiquement en France, tu as des gens qui tiennent à leur titre de poste, d'autres pas du tout. Enfin, moi, tu me plais comme tu veux, ça m'est égal, tu vois. Mais il y a des gens pour qui c'est super important d'être d'abord, je sais, genre senior, exécutive, head of, VP, EVP, tout ce que tu veux. Bien sûr. Ok, hyper intéressant là-dessus. Est-ce que tu aurais une dernière chose pour la route sur vraiment une grosse différence principale et tu te dis, celle-là, faut pas la rater, faut faire attention? Bah écoute, moi je pense qu'on a couvert quand même pas mal de sujets, pour être honnête, et pas mal de différences. Alors effectivement, hein, je pense qu'il y en a certaines qu'on a sûrement zappées et c'est normal, mais je pense qu'on en a couvert quand même déjà pas mal. Je pense que c'est toujours intéressant de se faire aider également. Peut-être d'une personne aussi qui recrute déjà depuis assez longtemps dans le pays en question. Sur place, donc je reviens un peu là-dessus, mais... Pour faire un peu un résumé de ces différences-là, c'est, je pense, avoir l'aide justement d'un recruteur qui connaît le marché. Je pense que c'est primordial si on veut commencer à recruter dans un pays. Du coup, on va passer maintenant donc on est sur une partie 3 pour finir cet épisode. Le but, c'est d'avoir des retours d'expérience. Donc, on a donc Pierre, tu vas nous donner tes retours et Alexia aussi nous donnera les siens juste après. J'ai 2 petites questions pour toi par rapport à ça. La première, ce serait... T'as le droit à, c'est un peu l'instant des conseils de Pierre, tu pourrais appeler ça. Tu as tous les conseils que tu aurais à donner aux boîtes qui se disent, je sais pas, par exemple, je viens de lever de l'argent pour me lancer à l'étranger. Jusqu'à présent, je suis recruté qu'en France. C'est quoi les conseils que toi, t'aurais aimé avoir quand tu as commencé du recrutement à l'international, que tu pourrais donner à ces recruteurs et recruteuses qui vont s'amuser à faire ça? Je dirais, premièrement, c'est d'analyser le marché du travail avec un focus sur la localisation et le type de profil disponible et pour quel budget. Deuxièmement, je dirais qu'il faut adapter sa marque employeur selon le pays en question avec un focus, comme je l'ai dit précédemment, sur l'adaptation des annonces, donc des fiches de poste, mais aussi des approches candidats. Comprendre les différences culturelles, comprendre les législations du pays. Et enfin, je dirais que c'est aussi d'anticiper l'intégration des futurs employés avec un focus sur le pré-onboarding, l'onboarding et en fait l'expérience employée en général. Aller plus loin que juste la partie justement recrutement. C'est pas mal de bons conseils qui viennent résumer justement ce que tu nous disais en début d'épisode, donc merci pour ça. Du coup, toi, Alexia, est-ce que tu aurais des conseils là-dessus? Donc tu m'as dit on parlait tout à l'heure juste avant sur se faire épauler par des gens qui connaissent vraiment le marché. Est-ce que tu aurais, déjà, est-ce que tu pourrais développer sur ça? Et est-ce que tu aurais d'autres conseils pour vraiment les boîtes qui se lancent en mode ok, j'y connais rien à l'international, comment je fais? Bien sûr. Alors effectivement, donc moi la première chose, comme je l'ai dit, c'est se faire épauler par des recruteurs, des RH qui connaissent le marché du pays sur lequel on recrute. Effectivement, ça peut être au niveau de la veille RH, donc effectivement les nouveautés au niveau des réglementations dont on a parlé, des nouveautés aussi des best practices justement des pays en question et des entreprises, on va dire, qui recrutent dans ces pays-là. Donc je pense d'avoir aussi cette vision externe d'une personne qui n'est pas en interne, qui n'est pas recruteur en interne. Si on commence, on va dire, à recruter justement dans d'autres pays, je pense que c'est assez intéressant et même primordial. Et je pense également, je pense que ça a aussi un lien effectivement avec ça, mais je pense qu'il faut aussi faire beaucoup de veille sur le marché afin de comprendre justement les différences aussi du pays en question. Donc se faire épauler, faire aussi nous de la veille. Donc pas
on va dire, nous aussi, comprendre un peu les nouveautés, comprendre le marché et le pays. Et bien entendu, moi, la troisième chose que je vois, c'est vraiment communiquer avec son équipe au maximum. Pour obtenir déjà du feedback constructif sur les différences et comment nous, on peut s'adapter effectivement à ces différences-là pour que le processus de recrutement se passe au mieux et pour qu'on fasse aussi, on va dire, un process qui, on va dire, au niveau du candidat, qui soit agréable, bien entendu, puisque ça, c'est quand même assez important aussi que l'expérience candidat soit au mieux et très agréable également. Donc, je pense que ces trois choses sont, on va dire, assez intéressantes si on veut se faire aider, si on veut recruter justement à l'international. Ok, pas mal de bons conseils. Et deuxième question que j'aurais pour toi, c'est plutôt personnel. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, te fait kiffer dans le recrutement international ? Pourquoi t'aimes ça ? Parce que c'est des fois un peu dur au quotidien. Qu'est-ce qui te fait aimer ça ? Je pense que, premièrement, c'est la variété des profils rencontrés. Le fait de rencontrer des personnes de différents backgrounds, de différentes nationalités, de différents pays. Je trouve ça vraiment passionnant. Deuxièmement, je dirais que c'est les différences en matière de stratégie de recrutement. C'est pas toujours évident parce qu'on aimerait que ça soit bien harmonisé et que ça soit comme on veut, mais en fait on peut pas faire comme on veut, ça c'est sûr. Et troisièmement, je dirais que c'est aussi l'adaptation des projets transverses en fonction du pays en question, puisque comme je l'avais dit précédemment, faire de l'employer branding en France n'est pas du tout la même chose qu'en Inde ou aux États-Unis. Voilà. Ouais, ça doit être bien galère. Mais du coup, c'est intéressant. Et après, faut que ça soit, en effet, faut que ta boîte aide pour ça. Ouais, et du coup, c'est là où tu as le bon rôle, où justement, aujourd'hui, comme tu gères l'équipe recrutement, du coup, tu peux toi aussi justement harmoniser tout ça. Ouais. C'est peut-être plus dur quand on est au sein d'une équipe plus grande et qu'on subit et qu'on n'a pas forcément le choix sur la direction. Merci pour ça. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu vas apprécier à ton niveau, Alexia, dans le recrutement international ? Qu'est-ce qui te plaît ? Alors, ce qui me plaît, moi, c'est... Alors, la première chose, c'est vraiment la diversité des profils rencontrés. C'est vrai que, comme je l'ai dit, moi, le côté effectivement international, c'est quelque chose qui, on va dire, qui m'attire énormément et justement qui me permet aussi de me développer et de voir des choses assez différentes. Et effectivement, au niveau de la diversité des profils rencontrés, là, c'est top. C'est-à-dire que tu peux parler avec des personnes qui ont on va dire des backgrounds totalement différents, qui ont aussi on va dire des expectations pour le futur aussi justement différentes. Donc ça, pour moi, c'est quand même une force au niveau justement de cette diversité. Et aussi le fait aussi d'apprendre de nouvelles choses au quotidien. Donc, alors moi, effectivement, c'est mon côté, mon avis et mon opinion, mais je suis très curieuse. Et donc, le fait d'apprendre des nouvelles choses au quotidien et justement de faire de la veille aussi sur le marché des pays, de ces pays-là et pas que en France, c'est aussi super intéressant au niveau de la curiosité et au niveau et au niveau de la formation aussi, nous, professionnels, pour nous-mêmes. Okay. Et effectivement, le fait de s'adapter constamment. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup, justement, et qui fait partie aussi de cette diversité des profils. Il faut effectivement, nous aussi, nous adapter constamment donc, au changement. Donc ça peut être changement sur le marché, changement au niveau des profils rencontrés, parce qu'effectivement, tout évolue au niveau RH, recrutement en permanence. Et comme ça évolue très vite, effectivement, je pense qu'il faut s'adapter. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, le fait justement de m'adapter et que ce ne soit pas toujours la même chose. Ok, trop bien, hyper intéressant, merci pour ça. Et c'est vrai que même si c'est très difficile le recrutement international, c'est très rigolo, c'est fatigant, des fois on a envie d'abandonner, mais du coup en effet c'est là je pense où on progresse le plus vite parce que du coup on sort un peu du franco-françaisisme et ça devient un peu compliqué. Donc merci pour ça. Une dernière, je vais abuser de ton temps pour peut-être une ou deux ressources que tu conseillerais. Donc tu vois Jean-CH, il y avait juste un ou deux contenus recrutement, je sais pas, du podcast, du livre, de l'article que tu aurais à conseiller, pas forcément en lien avec le recrutement d'ailleurs à l'international, juste en général, qu'est-ce qui te vient, qu'est-ce qui passe en tête? Je dirais que c'est... alors en podcast, moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Le meilleur du recrutement, de Joseph Callen. Et après, je dirais qu'une personne que je recommande à suivre, moi j'aime bien Judith Tripart sur LinkedIn. Voilà, je trouve qu'en termes d'articles et de contenu, c'est hyper intéressant.
Alors c'est sûr que ça peut être parfois un peu clivant, un peu direct, mais je trouve que ça fait du bien aussi de lire ce type de contenu qui change un peu, quoi. Oui, puis elle est engagée sur plein de sujets, notamment sur le côté de l'agisme, qui a un fléau énorme dans le monde du travail. Et du coup, en effet, tout ce qu'elle dit est toujours pertinent sur cette prise de parole. Écoute, merci pour ces conseils. C'était un plaisir d'avoir tout ce que tu nous as raconté sur le recrutement international. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui vont se lancer en mode ok, c'est bon, j'ai un pattern à suivre et je vais m'y mettre, en espérant que leurs équipes soient reconnaissantes et soient ok pour leur donner tout ça, notamment en termes de moyens pour aller travailler avec des avocats sur place ou des TI locaux. Merci beaucoup pour ton temps, c'était un plaisir. Avec plaisir. Du coup, bonne chance pour ton recrutement à l'étranger. Et merci. À bientôt, Pierre. À bientôt. Toute dernière mini question, est-ce que tu aurais du coup une ou deux ressources à recommander à des gens qui nous écouteraient sur le recrutement international ou pas d'ailleurs, juste ce que tu lis au quotidien, des podcasts, des livres, des articles? Alors, pas forcément, effectivement, au niveau international précisément, mais c'est vrai que moi, il y a certains médias, effectivement, qui m'intéressent, type, j'ai MyRHline, effectivement, qui est assez intéressant comme média. On a Assess First ou Welcome to the Jungle, par exemple, qui propose des contenus assez enrichissants et très intéressants sur le recrutement ou les RH de manière globale. Et effectivement, aussi au niveau, peut-être... LinkedIn d'une personne effectivement qui peut au quotidien, on va dire, poster est assez intéressant. Je pense par exemple à Tonton Karim, où effectivement il y a des contenus pour moi que je trouve très intéressants et qui permettent aussi de développer un peu la connaissance au niveau recrutement RH et aussi de se remettre parfois en question en voyant effectivement les best practices ailleurs et ce qu'on peut améliorer nous aussi au quotidien. Donc je pense que c'est toujours aussi intéressant et important au niveau qu'on soit recruteuse, recruteur ou RH, de aussi se remettre en question et savoir, on va dire, s'améliorer et voir comment améliorer nous aussi notre posture et ce qu'on propose effectivement aux employés ou aux candidats. Ok, ça marche. Écoute, merci pour ça. C'est plein, des ressources sympathiques. Et Tonton Karim, c'est vrai, des choses sympathiques sur LinkedIn aussi, avec des très beaux carousels, notamment à destination des candidats. Écoute, merci pour tout, Alexia. Merci pour tous les conseils que tu nous as donnés et ton avis, ton retour d'expérience. Tu as quelque chose à rajouter? Dis-moi. Un mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est que j'ai été ravie effectivement d'enregistrer ce podcast. Je trouve que c'est effectivement un sujet super intéressant et moi qui me tenait aussi à cœur. Et du coup, j'ai été ravie qu'on puisse enregistrer tout ça et hâte, on va dire, d'écouter, on va dire, la version finale. Eh ben, écoute, avec plaisir. Merci à toi. Écoute, passe une très bonne journée et à la prochaine. Merci, Alexia. Merci beaucoup, Léo. À bientôt. À bientôt. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hey Myriam, j'ai écouté ce podcast-là à Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.